Bien, bonjour à tous, je suis Philippe Escande, je suis journaliste au Monde et j'ai le plaisir d'animer cette conférence Réorganiser le système de santé et de dépendance. Alors, la France s'enorgueillissait récemment de disposer du meilleur système de santé au monde par son ampleur, par ses résultats, par son coût aussi, hein, plus de 11% de la richesse nationale, un des plus élevés en Europe aux côtés de l'Allemagne et de la Suisse. Et puis, en un petit mois, ces certitudes ont vacillé. Hôpitaux saturés, matériel manquant, équipements évaporés, sans parler de la situation dans les établissements pour personnes âgées, les EHPAD, qui ont payé un lourd tribut à la crise. On a mis en cause la gestion comptable, le poids de l'administration, la centralisation excessive, à la fois le poids de l'État et son absence, la rémunération des personnels également. Alors, le système est-il si inefficace et sclérosé que cela? Faut-il dépenser plus ou mieux? S'ajoute à ces questions une autre que l'on repousse sans cesse, celle de la dépendance. Le Parlement légifère en ce moment même sur la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie. Nous ne répondrons bien sûr pas à toutes ces questions, mais nous avons la chance d'avoir autour de cette table 7 acteurs qui représentent chacun un maillon de cette longue chaîne de la santé en France. Ils nous feront part de leur expérience, notamment de ces 3 mois de crise, et de leurs idées pour améliorer le système, tant sur le plan du curatif que du préventif. Je vous les présente maintenant. Donc, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé de 2007 à 2010, Bernard Bensaïd, PDG de Docte Gestio, Sylvain Rabuel, président du groupe Domus Vie, Aurélien Roulceau, directeur de l'Agence régionale santé Île-de-France, et puis avec nous en visioconférence depuis son Alsace, eh bien, Jean Rotner, président de la région Grand Est. Mais je n'oublie pas Pierre-Yves Joffard, notre compère ah oui, j'ai oublié Frédéric Collet, hein, c'est ça, voilà. Frédéric Collet aussi, président de Novartis France et des entreprises du médicament. Heureusement que j'ai des gardiens vigilants. Et donc, Pierre-Yves Joffard, est membre du Cercle des économistes, directeur de l'École d'économie de Paris et spécialiste de la santé, ça tombe quand même bien. Eh bien, comme il est d'usage, Pierre-Yves, c'est à vous un peu d'introduire les débats. Est-ce que finalement, il y a quelque chose de cassé dans la santé en France? Oui, alors vous avez déjà posé beaucoup de questions. Je voudrais peut-être essayer de proposer un axe un peu d'analyse. Et je crois que cette crise, évidemment, il est très tôt pour en tirer des leçons, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il faut vraiment distinguer entre système de soins et système de santé. C'est-à-dire que le système de soins, et notamment le système de soins hospitalier en France, a montré son incroyable résilience et sa capacité à faire face à une crise pour laquelle il n'avait pas été calibré. Et d'ailleurs, c'est normal qu'il ne soit pas calibré pour faire face à une crise d'une telle ampleur. Mais il a montré quand même son adaptabilité, son agilité, sa capacité à répondre à ça. Et ça, c'était du côté des bonnes surprises et du côté des... En revanche, si on change de perspective et qu'on passe des soins à la santé, et là, on voit que en termes de politique de santé, en termes de préparation, en termes d'anticipation, eh bien, pour dire les choses simplement, il est encore une fois trop tôt pour tirer le bilan, mais ce qui est dès à présent certain, c'est qu'on aurait pu mieux faire. D'autres pays étaient beaucoup plus préparés que le nôtre, ont pu éviter des mesures drastiques comme un confinement généralisé. Notamment parce qu'ils disposaient de tests plus tôt que nous, en plus grande quantité. Et ça a permis d'éviter d'avoir à prendre ces décisions qui, en termes de coûts sociaux et économiques, vont être absolument épouvantables. L'autre élément qui me frappe aussi dans cette crise et dans la réponse à cette crise, c'est la question des territoires. C'est-à-dire on a une épidémie qui est très, très hétérogène, et ça, depuis le début, on le sait, il y a une hétérogénéité forte, c'est-à-dire il y a des différences très fortes entre régions, mais au sein de chaque région, entre départements, et parfois au sein de chaque département, entre territoires, presque au niveau des cantons. Et face à cette hétérogénéité très forte de la situation épidémique, la réponse apportée par la France a été uniforme. C'était un confinement généralisé dans tous
le territoire, indépendamment de la situation sanitaire au moment où cette décision a été prise. Alors, il y a eu un peu plus de subtilité, un peu plus de finesse au moment du déconfinement, puisque là, en revanche, les questions territoriales et la disparité des territoires a été prise en compte. On se souvient des territoires, des départements verts, des départements rouges, même si on ne savait pas toujours exactement ce que ça voulait dire. Mais enfin, en tout cas, ça a été géré de manière plus fine. Et donc, une des questions qui se pose aussi, c'est par rapport pour la gestion d'une telle crise, c'est quelle est la forme de décentralisation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire il faut décentraliser, mais laquelle? Est-ce qu'on continue à avoir une décentralisation de type top-down, c'est-à-dire qui essentiellement passe par les préfets, les ARS, etc., ou est-ce que on s'appuie davantage sur les élus locaux, sur les populations, voilà. Donc je crois que c'est des questions qui sont devant nous, mais ça m'intéresserait d'entendre les différents intervenants aussi sur cette dimension-là, en sus des dimensions et des questions que vous avez évoquées. Voilà, écoutez, de toute façon, on va parler effectivement de tous ces sujets. Alors, Roselyne Bachelot, je vais commencer par vous. On vous entend beaucoup en ce moment. Vous étiez auditionné cette semaine par la commission d'enquête du Parlement sur la crise sanitaire. Il faut dire que vous êtes un témoin de choix. Comme ministre de la Santé des gouvernements Fillon, entre 2007 et 2010, vous avez connu une autre épidémie, celle du virus H1N1, aux conséquences peut-être moins dramatiques, mais qui vous a valu, à vous aussi, votre petite enquête parlementaire. Vous avez également mis au point la dernière grande loi santé en France, hôpital, santé, territoire, qui a notamment créé les agences régionales de santé dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, du haut de cette expérience, dites-nous un peu, vous, qu'est-ce qui vous a frappé dans la crise actuelle et quels problèmes de politique de santé, selon vous, ça a mis en lumière? Et de plus, merci pour cette présentation, j'ai été pendant 2 ans ministre en charge du médico-social à la suite de Tout à fait. mon expérience ministre de la Santé. Ce qui m'a frappé dans la crise, c'est qu'elle n'a pas été un révélateur de choses nouvelles, mais qu'elle a mis en exergue un certain nombre de caractéristiques, peut-on d'ailleurs toujours les qualifier de dysfonctionnement, mais de caractéristiques du système de santé français. Et on voit à travers cette crise que le système a révélé ses forces et ses faiblesses. Notre système est caractérisé d'abord par un hospitalocentrisme tout à fait considérable, qui fait que l'hôpital est véritablement l'architecte du système de santé, les autres éléments ne venant que se greffer sur cet hôpital. Et l'hôpital est donc devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être, le lieu des soins courants, avec d'un côté la prise en charge, mais ce n'est pas la seule, qui est indûment infligée à l'hôpital public et à l'hôpital français en général, c'est-à-dire les urgences. Moi j'ai quitté les urgences avec 18 millions d'entrées et je la retrouve aujourd'hui avec presque 25 millions, sans qu'aucun élément démographique ni social ne justifie cette montée en charge. Et de l'autre côté, la prise en charge de la fin de vie, car il ne faut pas oublier que la France est le pays qui envoie le plus ces personnes âgées en fin de vie mourir à l'hôpital où elles n'ont rien à faire. C'est une sorte de cruauté mentale collective qu'on implique à nos personnes les plus âgées. Donc, face à cela, l'hôpital essaie de se débattre et il pense qu'il va trouver la solution à ses malheurs dans la mise au pilori de l'administration et la restauration du pouvoir médical, comme si les deux choses s'opposaient, et une sorte de droit irréfragable et inextinguible à des financements supplémentaires. Prononcer à un moment dans le débat les mots de réorganisation, d'évaluation, d'optimisation, de bonne administration est considéré comme au minimum un gros mot, au mieux une injure et au pire une attaque ordonnée contre le système de santé français. Face à cela, il y a un système médico-social qui a fait d'énormes progrès en termes d'hébergement.
C'est incontestable. J'ai visité des centaines de maisons de retraite, d'EHPAD, et bien sûr, il reste quelques points noirs, mais globalement, quand on va dans le système médico-social, on est admiratif sur ce qu'ont fait les conseils généraux pour mettre ça au goût du jour, avoir des activités, mais le soin n'a pas suivi et évidemment vient renforcer la mâchoire d'acier qui pèse sur l'hôpital. Et puis, une médecine dite de ville ou de premier recours qui est globalement désorganisée et de son fait et du fait aussi d'un système qui refuse toute organisation autoritaire, parfois même coercitive, qui serait nécessaire sur l'organisation du système de soins. Je parle sous le contrôle d'Aurélien Rousseau, il n'est que voir la permanence des soins, qui est un véritable scandale français. Donc, face à cela, on connaît les solutions. Les solutions sont archi connues. Il faut que nous bâtissions ensemble. J'ai développé ce concept devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours, d'une société résiliente. C'est une chose auquel je tiens, c'est-à-dire d'une société qui pense que la santé n'est pas par appartement, que la santé, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de santé publique. Il faut passer d'un système de soins à un système de santé publique et je n'irai pas plus loin, ça fera un deuxième élément du débat pour laisser tout le monde s'exprimer. Voilà, on va rebondir effectivement sur les idées qu'on a pour le monde de demain. Je vais passer la parole à Bernard Bensaïd. Voilà. Vous êtes à la tête d'un groupe qui gère à la fois des hôpitaux, une dizaine, des EHPAD, et puis des salariés, plusieurs milliers, qui travaillent à domicile. Alors, vous, à la tête de ce groupe-là, votre groupe, comment vous avez vécu cette crise et qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement ? Je suis tout à fait d'accord avec Madame la Ministre, c'est qu'effectivement, les leçons qu'on tire, en particulier les dysfonctionnements qu'on voit, sont les conséquences d'une désorganisation, de dysfonctionnement pratiquement institutionnel. Nous, on a vécu la crise de manière tout à fait privilégiée parce qu'on était un acteur global. On a vu à la fois ce qui se passait à l'hôpital, à la fois ce qui se passait à domicile et à la fois ce qui se passait dans les EHPAD. Donc on a pratiquement pu tout anticiper. On a vu ce qui se passait à domicile, dans les hôpitaux, excusez-moi, donc on a confiné dans les EHPAD avant tout le monde. On a également, si vous voulez, pu, dans les EHPAD, tout de suite assurer des prises en charge qui étaient mieux maîtrisées puisque nous avions les hôpitaux. Et pour moi, la solution, la réponse, si vous voulez, au dysfonctionnement institutionnel, et j'aurai l'occasion peut-être d'en revenir, qu'on a pu observer, c'est effectivement la création en France d'opérateurs globaux. Alors oui, tout à fait d'accord pour dire qu'on ne peut pas imaginer que tout tourne autour de l'hôpital, surtout que concernant l'hôpital, on a en France un dysfonctionnement incroyable, qui est que nous avons des agences de régulation de la santé qui sont à la fois autorité de régulation du système, agence de régulation du système, et à la fois tutelle l'hôpital. En ayant la double casquette d'agence de régulation et de tutelle, on arrive bien entendu à des inégalités, à une capture de l'agence par le principal que devient l'hôpital. C'est assez connu en théorie économique. Donc la réponse à ça, je pense, c'est des opérateurs globaux qui, sur le territoire, peuvent, en relation avec, bien sûr, les politiques, assurer tout le parcours pour une meilleure prise en charge, pour une meilleure connaissance du patient et pour, si vous voulez, assurer la régulation. D'accord. Et dans le domaine du rapport entre le public et le privé, comment ça s'est passé ? Est-ce que les relations étaient bonnes ? Non, les relations n'ont pas été bonnes, bien entendu, puisque globalement, la capture par les agences, et je vise aucune agence en particulier, du public, a fait que, si vous voulez, le public s'est accaparé l'essentiel des patients. Le public s'est accaparé l'essentiel des revenus, puisque sur une enveloppe, je crois, de 600 millions d'euros, le public a eu 95%. Alors que le privé avait assuré 30 à 40%, au moins 30% des lits de réanimation. Et hier, vous avez vu que les syndicats du public ont quitté la porte du Ségur de la santé en disant qu'il était hors de question
que le privé bénéficie des 6 milliards permettant une augmentation des salaires. Bon, alors on y reviendra, bien sûr, mais on va rester toujours dans le domaine du grand âge avec vous, Sylvain Rabuel. Alors vous dirigez Domus Vie, qui est l'un des grands acteurs européens des établissements pour personnes âgées. Vous avez été évidemment en première ligne avec plus de 200 EHPAD en France, je crois. Donc vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans la crise actuelle ? Pour commencer, et c'est le point principal et qui est à mon avis assez important par rapport au thème de notre après-midi, qui est de reconstruire ou de renforcer, ce sont les personnels. Je veux dire par là qu'il y a un lieu commun qui circule assez aimablement dans notre domaine d'activité, qui est que les gens qui y travaillent ont tendance à faire ça à défaut de pouvoir faire autre chose, et que ces métiers ont une faible valeur. Rien n'est plus faux. Alors moi, je le savais pour passer beaucoup de temps dans mes établissements auprès de mes équipes, mais ça a été particulièrement éclatant pendant cette épreuve. Ils ont fait preuve non seulement de compétences gériatriques et humaines, ils ont fait preuve de professionnalisme, et ils ont fait preuve d'un engagement hors norme, et qui témoigne de la grandeur de leur métier. Et j'insiste sur ce point-là, d'abord pour les en remercier, et puis ensuite parce qu'on a un immense problème de vocation en France pour les métiers du grand âge, du soin et du médico-social dans son ensemble. Et dans les 10 à 15 ans qui viennent, nous devons susciter des vocations, mais de manière massive, pour faire face aux défis démographiques qui nous attendent. Et je trouve que, en l'occurrence, pendant cette épreuve, les personnels du médico-social, les personnels du grand âge ont été plus qu'à la hauteur et ont, une fois de plus, montré, peut-être pour la première fois aux yeux du grand public, la grandeur de leur métier. Ils ont toujours eu tendance à être considérés comme les parents pauvres du personnel soignant par rapport à l'hôpital. Et j'espère en tout cas que c'est un tournant de ce point de vue-là. Ensuite, autre constat, le cloisonnement ou le décloisonnement. Nous, on est parvenu à décloisonner les activités de maintien à domicile, puisqu'on a des activités de maintien à domicile, d'accompagnement à domicile, et les activités d'EHPAD. Beaucoup de nos personnels d'accompagnement à domicile sont allés travailler en établissement. Et je crois que c'est une des pistes aussi pour reconstruire, c'est décloisonner. Vous parliez du sanitaire et du médico-social qui sont très cloisonnés. Au sein du médico-social, les activités de domicile et les activités d'établissement sont très cloisonnées, excessivement cloisonnées. On a un grand besoin. Vous parliez du privé et du public, je ne vais pas m'étendre dessus, mais évidemment. Donc il y a un enjeu frappant de décloisonnement de notre système collectif. Et puis troisième point, on dresse déjà des bilans alors que la menace pandémique est loin d'être éteinte. Et si on a su, en tout cas dans les EHPAD, on a su protéger nos personnes âgées par un confinement très strict, ça s'est fait au prix d'un isolement considérable des personnes âgées. Et si d'aventure, par malheur, on devait être à nouveau confronté dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, à une reprise de l'épidémie, ce dispositif ne peut pas être reproduit tel quel. Donc pour ce qui me concerne, moi, chez Domus Vie, j'ai demandé à mes équipes de travailler sur un dispositif permettant de concilier confinement et maintien de l'activité sociale, maintien du lien familial. Pour des raisons de santé, bien sûr, bien sûr. C'est plus du confinement, c'est de l'enfermement. Et c'est pas acceptable. Et pour la prochaine fois, nous sommes prévenus. Donc moi, je vais faire mon travail pour ce qui concerne mes établissements, mais j'aurai à un moment ou à un autre besoin du soutien des pouvoirs publics, parce que mes tutelles doivent m'accompagner dans ce domaine-là. Mais il faut absolument préparer confinement et maintien du lien social et familial. Et éviter, on l'a vu,
trop de confinement. Frédéric Collet, vous présidez la filiale française du grand laboratoire suisse Novartis, et puis vous êtes président de la Fédération française des entreprises du médicament, l'EM. Alors évidemment, on a beaucoup parlé ces derniers mois de pénurie, de souveraineté, d'industrialisation et de désindustrialisation. Alors vous, de ce point de vue-là, hein, vous avez été un peu au four au moulin aussi pour fabriquer les médicaments dont on avait besoin. Qu'est-ce que vous avez appris de cette crise ? Je pourrais reprendre les propos de Madame la Ministre en disant que nous savions tout. Mais avant de se dire que rien n'a changé, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé pendant cette crise. Et je voudrais prendre quelques exemples pour l'illustrer. Tout a changé dans le domaine de la recherche, par exemple. Nous serons probablement capables, là où il faut entre 7 et 10 ans pour développer un nouveau vaccin, d'en trouver un en moins de 2 ans. Nous avons été capables d'initier plus de 150 essais cliniques dans le monde, dont 90 en France d'ailleurs, et la France est le premier pays européen. On aura normalement, pour un essai clinique, on dit qu'il faut il faut à peu près 7 mois. Là, en 3 semaines, certains ont pu être initiés. Donc il y a eu une adaptation du système qui est extraordinaire. Deuxième élément qui a beaucoup changé, c'est les collaborations. Toutes les collaborations ont changé. Les collaborations privées. On a vu des grands laboratoires s'associer, des gros labos et des petites biotech. On a vu des mobilisations privées publiques. Je pense à ce que, par exemple, le laboratoire Astra peut faire avec l'université d'Oxford, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis on a vu également dans le domaine de l'innovation une espèce de fertilité incroyable sur des projets extraordinaires pour développer. Il y avait cette start-up française qui développait ce fameux jumeau virtuel qui permet de présager de l'efficacité d'un traitement. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc avant de dire qu'on savait tout, je crois aussi qu'il faut dire que cette crise nous a appris des tonnes de choses, et elle a montré pas simplement de la résilience, on parle de résilience notamment des personnels, mais une énorme fertilité pour inventer des solutions nouvelles. Puis la deuxième chose, c'est vrai, qu'on savait tout, finalement. Et je rejoins absolument ce que disait Madame la Ministre, c'est-à-dire que finalement, cette crise ne nous a rien appris. Vous évoquez l'indépendance sanitaire. Finalement, nous savions que la France avait perdu en attractivité industrielle, que nous étions premiers, nous sommes passés 4e. Nous savions que nous avons perdu en termes d'attractivité en matière de développement clinique, nous étions premiers, nous sommes de nouveau 4e. Nous savons que nous avions glissé en matière d'accès aux traitements innovants, et là aussi, ça s'est confirmé. Donc, il y a beaucoup de choses que nous savions. Il faut pas, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain en se disant il y a aussi beaucoup de choses que nous voudrons garder de cette situation inédite. Alors, en matière d'adaptation, vous me disiez quand on préparait cette émission que sur certains médicaments, vous avez une demande qui était à peu près 1000 fois supérieure à celle. Bien sûr. Alors, c'est quel type de médicament? Alors, c'est intéressant parce qu'au début de la crise, il y a eu une espèce de panique générale en se disant, on a découvert à ce moment-là que nous étions très dépendants de l'étranger, et notamment de pays asiatiques, la Chine et l'Inde. Et là, on s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'ils ferment leurs frontières? S'ils arrêtent de produire, on est cuit. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ces pays ont continué de fournir. Et le monde entier a adressé une demande sans précédent sur ces produits, et la chaîne a tenu. La chaîne de médicaments a tenu. De la même façon, les personnels, notamment dans les sites, ont tenu. Par contre, nous avons eu sur certains traitements, liés strictement à la maladie, des demandes de fois 1000. On a eu, je me souviens sur un produit, on a eu en une semaine ce que nous sommes habitués à livrer en 1 an. Donc là, c'est plus de la résilience. Quand la demande est mondiale, c'est pas une demande française. Donc effectivement, cette crise a montré qu'il y avait des pics de demande qui étaient totalement inattendus, et par rapport auxquels la réponse a été coordonnée. Les laboratoires ont fait leur job, mais aussi beaucoup de collaboration avec ici la NSM, ici avec le gouvernement, ici avec les sociétés savantes, etc. Alors, je vais maintenant me tourner vers Jean Rottner, qui est dans sa bonne Alsace. Bonjour Jean Rottner. Bonjour. Je peux dire bonjour à Jean Rottner. Bonjour Jean. Voilà. Bonjour Roselyne, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Oui. Alors, donc Jean Rottner, vous présidez évidemment la région Grand Est. Vous êtes originaire de Mulhouse, dont vous avez été le maire de 2010 à 2017. Autant dire que vous avez été au cœur du cyclone Covid qui a ravagé votre ville, d'autant qu'en plus, vous êtes médecin urgentiste de profession, vous avez dirigé le SAMU et exercé encore récemment à l'hôpital de Mulhouse. Donc vous cochez un peu toutes les cases du sujet.
quels enseignements vous en retirez, vous, sur justement l'organisation de la santé en France au regard de ce qui s'est passé dans votre région? Et je vous parle en plus ce soir depuis le bureau du président de la CME du centre hospitalier de Mulhouse, puisque juste après vous, on aura un conseil de surveillance qui fera justement le point pour la première fois après le déconfinement de ce que ce centre hospitalier a vécu. Moi, la première leçon que je tiens, c'est déjà une leçon à la fois personnelle, mais une leçon vraiment d'humilité. D'humilité par rapport à, naturellement, et je suis d'accord avec ce qu'a pu dire Roselyne tout à l'heure, oui, nous savions tous à un moment donné que nous risquions effectivement ce type d'épidémie, mais moi je suis très admiratif de la réaction, de la capacité de nos personnels soignants, hospitaliers ou non hospitaliers, de s'être serré les coudes, d'avoir trouvé les bons systèmes qui n'étaient pas forcément organisés au début, mais qui intuitivement, quand on a la vocation médicale, se mettent en place très rapidement. Mulhouse avait un certain nombre de difficultés structurelles dans le service des urgences, dans les réanimations. Le centre hospitalier a su s'adapter en quelques jours. Il ne faut jamais oublier, et on a tendance un petit peu à le faire, que chez nous, ici, nous sommes pris un rouleau compresseur viral en pleine face en quelques heures. Et il a fallu s'adapter, il a fallu transformer l'hôpital, il a fallu réagir, il a fallu s'organiser naturellement au niveau territorial de proximité, mais il y a eu aussi une vraie solidarité intra-régionale entre les équipes hospitalières. Et c'était nuit et jour des balais d'hélicoptères qui passaient au-dessus de la ville pour transférer à Reims, à Charleville-Mézières, à Saint-Dizier, à Troyes, à Metz, à Nancy. Et sur la partie alsacienne, il y avait un petit décalage aussi qui nous a un peu sauvés dans notre organisation, c'est la différence entre Strasbourg d'un côté et Mulhouse et Colmar de l'autre. Nous avions un petit peu d'avance et Strasbourg a aussi servi un petit peu d'amortisseur. Donc une organisation qui s'est créée au fur et à mesure des demandes, au fur et à mesure des réponses, mais aussi, c'est vrai, une vraie désorganisation. Une vraie désorganisation en matière de masques, je ne vais pas y revenir, où nous avons, nous, collectivités, à un moment donné, aux côtés de l'État, essayé de trouver aussi des systèmes, non pas de concurrence, je n'aime pas ça, mais simplement de suppléance, chacun dans son rôle. Eh bien, on a essayé de s'aider, d'organiser une forme de solidarité entre les uns et les autres, chacun à notre place, chacun de nos responsabilités. Ça devenait absolument indispensable. On a vu, et moi j'ai la grande leçon comme médecin urgentiste aussi, c'est que face à une crise, il faut un chef, il faut un patron. Je regrette que parfois la dualité entre le préfet et l'ARS existe par méconnaissance ou par trop d'attention à la responsabilité des uns ou à la responsabilité des autres. Pour autant, je n'en veux pas à l'ARS. L'ARS a fait son boulot, mais je pense qu'en France, il faut qu'on change aussi notre système, qu'on tire les conséquences de cette crise et qu'on puisse, si jamais il y a nouvelle crise, réagir de manière peut-être différente en termes d'organisation du système de soins, à défaut d'organiser le système de santé de manière différente. D'accord. Merci pour ce témoignage. Alors, on va y revenir, notamment sur effectivement le rôle de l'administration, de la hiérarchie, le préfet versus l'ARS. Alors, l'ARS, justement, parlons-en, Aurélien Rousseau. Vous aussi, vous avez été un acteur absolument majeur de cette crise puisque vous dirigez l'Agence régionale de santé Île-de-France. On le voit encore aujourd'hui, cette institution justement créée, je le disais tout à l'heure, par le gouvernement de Roselyne Bachelot, elle est encore au centre des critiques. Alors, vous, et pour qu'on comprenne bien, parce que finalement, je pense que le grand public ne sait pas exactement comment fonctionne une agence régionale de santé, racontez-nous quel a été votre rôle dans la crise et est-ce que la machine a bien fonctionné? D'abord, la crise n'est pas terminée. À l'heure où je vous parle, on a encore 300 patients en réanimation en Île-de-France avec le Covid.
Et on a plusieurs milliers de patients avec le Covid qui sont dans des lits d'hospitalisation conventionnels. Donc moi aussi, je suis très prudent sur le rétex, que tout le monde a cette passion actuellement, c'est précieux, mais il va falloir qu'on construise, mais j'allais dire un rétex qui nous permet de rebondir si jamais l'épidémie rebondit. Les ARS, ce sont des institutions jeunes qui partaient d'une intuition, d'une conviction extrêmement forte, et je le dis ici sous le contrôle à mon tour de Roselyne Bachelot, qui était cette conviction du décloisonnement et de l'unité de commandement. Les deux choses simultanément. Un décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social, entre la ville et l'hôpital, entre les sujets de prévention, de promotion de la santé et les sujets de soins, et de se dire que c'était traité à l'époque par 9 ou 10 institutions et que l'on pouvait les mettre dans une même agence qui pourrait avoir la capacité à assurer cette coordination. Et au fond, moi, évidemment, c'est pas que j'entends, je mesure, après une telle crise, après 30 000 décès, on est forcément dans l'interrogation sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a bien fait, sur ce qu'on a moins bien fait. Ce que je crois d'abord, c'est que la première intuition, celle du décloisonnement, ça a été dit, elle est radicalement validée aujourd'hui. Moi, je le dis assez simplement, si nous n'avions pas eu à un moment la capacité de projeter, par exemple, dans les EHPAD du soin des soignants qui venaient en partie de l'hôpital, qui venaient en partie de la médecine de ville, on aurait eu un bilan encore plus lourd que celui qu'on a connu. Quand là, dans les semaines qui s'écoulent, nous faisons des tests à grande échelle dans les quartiers les plus touchés pour vérifier que l'épidémie ne reprenne pas, on retrouve l'assurance maladie, des médecins de ville, des médecins hospitaliers qui viennent là. On retrouve des coalitions. Pour moi, c'est le principal enseignement de cette crise. C'est la puissance des coalitions à un moment qu'on est capable de construire. Et vous êtes supposé être le chef d'orchestre de cette coalition. Si je dis coalition, c'est que justement, il faut accepter à des moments d'être chef d'orchestre, à des moments d'être pilote, à des moments d'être facilitateur, à des moments d'être régulateur, à des moments d'être financeur. C'est aussi ça qu'on doit apprendre. Comme nous, on doit l'apprendre, mais comme les collectivités doivent l'apprendre aussi à des moments, comme, j'allais dire, ça se pose aussi à des entreprises, entre le groupe, entre l'établissement. Je trouve que beaucoup des questions qu'on fait peser sur les agences, et on a raison, c'est aussi leur responsabilité, au fond, elles pourraient se poser. Et si je synthétise, pour moi, il y a une ligne de crête, j'emploie le mot ligne de crête à dessein, puisque le Premier ministre qui vient de partir aujourd'hui, Édouard Philippe, qui a été dans cette crise un pilier extraordinaire de gestion de la crise et que je me permets de saluer ici, l'employer souvent. La ligne de crête, c'est, je pense que l'échelle régionale était indispensable. On a 53 lits de réanimation dans le Val d'Oise. Si tous les Valdoisiens n'avaient pu être hospitalisés en réanimation que dans le Val d'Oise, eh bien, on aurait eu une surmortalité farouche. On a eu des éléments de surmortalité, mais qui n'ont pas été liés à la régulation des lits de réanimation. Quand on a créé une application en quelques jours pour armer des renforts qui sont partis dans les hôpitaux et dans les EHPAD, cette application qu'on a créée avec une start-up, on ne l'aurait pas fait à une échelle plus fine. À la fin, c'est 35 000 personnes qui ont été affectées dans les hôpitaux et dans les EHPAD pour aller en renfort. Quand j'ai pris la décision d'engager, y compris avec l'historique de ce qui s'est passé ailleurs, beaucoup plus le privé dans la réaction pour armer des lits de réanimation, il faut un peu d'autorité, d'unité de commandement pour arriver à le faire. Mais dans le même temps, il faut qu'on soit capable de saisir les initiatives territoriales et qu'on assume, y compris dans la crise, une très forte différenciation. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que le soutien aux EHPAD, il n'y a pas un des départements de la région Île-de-France, il y en a 8, il n'y en a pas un où le mode d'organisation a été le même. Parce que les médecins de ville étaient organisés ou pas, parce qu'il y avait ce qu'on appelle des dispositifs d'appui à la coordination ou pas, parce que les EHPAD étaient en lien avec les filières gériatriques des hôpitaux ou pas. On a construit, y compris dans la crise, des solutions qu'on va devoir faire fructifier. Parce que cette crise, elle est à la fois une claque et à la fois une bouffée d'oxygène pour se dire qu'on est capable de faire des choses qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir faire. Et encore une fois, je le dis, cette capacité entre le groupe régional et le territoire, mais je pense à Domus Vie, vous l'avez vécu aussi quand vous avez dû, à partir du groupe, projeter des forces, voilà. Et je finis en disant que
Cette crise, elle nous a à la fois montré, Jean Rotner y faisait référence, une capacité inouïe des soignants, mais qu'on connaissait, elle aussi. On a vécu des crises. Mais il y a une petite tendance à considérer que derrière tout ça, c'est la main invisible qui a organisé tout ça. Moi, je suis convaincu d'une chose, cette crise, elle a été très administrée, mais elle a été administrée très différemment. Et c'est sur ce moment-là qu'on doit cultiver. Passer de 1200 à 3000 lits de réanimation dans une région comme l'Île-de-France, ça ne se fait pas par une opération magique, ça se fait par une mobilisation d'équipes inouïes. Il n'y a pas d'un côté les soignants, de l'autre les administratifs. Quand vous parlez aux soignants, ils vous disent on était tous embarqués dans la même orientation. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et si on tire comme conclusion de la crise qu'en fait, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas compris ou qu'il n'y a qu'une légitimité, on va à nouveau se planter et on recréera ces cloisonnements, pour finir sur ça, qui au fond ont été à un moment les obstacles qu'on a dû franchir, y compris avec un peu de force et des coups d'épaule. Voilà, donc c'est pas juste la débrouille des médecins qui a ouvert des lits, c'est la débrouille des médecins et elle a été merveilleuse. C'est la débrouille des équipes des agences régionales de santé. Moi, j'ai 90 personnes qui ont été touchées par le Covid dans la RS Île-de-France. J'ai une personne qui est décédée. Il n'y en a pas un qui n'est pas revenu tous les jours pour travailler, pour gérer cette situation, et pas pour la gérer pour être chef ou pour être chef d'orchestre. Pour la gérer, pour être au service du soin. En Île-de-France, je finis par ce chiffre, la moyenne d'âge des patients en réanimation, elle était en 2018 à 61 ans, elle était en 2019 à 61 ans. On a franchi 4 mois de crise Covid, elle n'a pas bougé, elle a été à 61 ans. Toutes les personnes qui devaient être hospitalisées ont été hospitalisées en réanimation. Ça n'est pas mon bilan, ça n'est pas le bilan de l'ARS, c'est le bilan du système de santé qui a été résilient, imaginatif, qui était en souffrance avant, et j'espère qu'on va tirer les bonnes conclusions de ce qu'on a vécu là. Mais je pense qu'il y a des ingrédients aujourd'hui dont on sait qu'on ne pourra pas échapper à les travailler collectivement. Alors, tirer les bonnes conclusions, on va peut-être pas des conclusions, mais enfin, en tout cas, on va essayer de dessiner quelques pistes. Je me retourne vers Roselyne Bachelot. Vous étiez à l'origine donc de ces agences régionales de santé. Alors, il y a une forme de paradoxe finalement d'une institution dont vous avez voulu qu'elle soit finalement l'instrument d'une décentralisation de la santé, d'après ce que je comprends, et à qui l'on reproche aujourd'hui d'être l'instrument du centralisme et de la bureaucratie. Alors, est-ce que c'est peut-être totalement faux, ou est-ce que c'est parce que finalement on n'est pas allé assez loin dans la décentralisation ? Il faut poser la question fondamentale, est-ce que le système de santé français doit être un système déconcentré ou un système décentralisé ? Il y a des pays où c'est un système décentralisé comme l'Allemagne. C'est pas une question, je dirais, juridico-administrative. C'est une question citoyenne. Est-ce qu'on accepte d'avoir en France un système de santé différent en Bretagne et en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Je crois que non. Le consensus citoyen, le consensus national, il est fait sur une conception pratiquement régalienne du système de santé. Bon. Ça fait partie d'un patrimoine commun. On ne peut pas changer ça au détour d'une discussion au Parlement ou entre quelques experts. À partir du moment où on a dit que ce système de santé français relevait d'une conception régalienne, qui peut d'ailleurs intégrer des initiatives locales, mais qui dit qu'un citoyen a les mêmes droits en matière sanitaire dans tous les éléments du territoire. On veut faire maintenant de la déconcentration. Une déconcentration dont, je crois, il a été prouvé à travers cette crise que le bon échelon était l'échelon régional. En mettant quand même en note de bas de page que, véritablement, je le dis et je le redis, que la réforme territoriale de 2015 a été un coup de poignard dans le dos des ARS. Ça n'a pas touché l'Île-de-France puisque la configuration de la région est restée la même, mais véritablement sur une administration adolescente, avoir changé sans aucun bénéfice politique ou budgétaire la configuration des régions est une monstruosité. On les a fusionnés, c'est ça ?
c'est-à-dire que quand on fait la Nouvelle-Aquitaine, à partir de plusieurs régions, il y a une ARS Nouvelle-Aquitaine qui a été obligée de se reconfigurer dans des brodequins d'acier tout à fait considérables. Et d'une certaine façon, on a pu, même s'il y a des antennes départementales bien sûr, mais on a pu éloigner aussi l'ARS du terrain à travers cette réforme territoriale désastreuse. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Ensuite, je viens à cette notion de déconcentration. Il faut dans les ARS un pilotage politique. Et ce pilotage politique, j'étais un ministre qui assistait à toutes les réunions des directeurs d'ARS. Je crois que mes successeurs n'ont pas procédé de la même façon. Et ce pilotage politique, il est absolument indispensable parce que c'est un pilotage qui permet de ne pas gouverner par circulaire. Quand on n'a pas un pilotage circulaire, un pilotage politique, on a un pilotage technocratique. Ensuite, contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas que le système de santé français est suradministré, il est sous-administré. Oui. Et en particulier dans les ARS. Parce que ça, on entend, on a l'impression qu'il y a des administratifs qui rôdent dans les couloirs des hôpitaux, des ARS, etc. C'est exactement le contraire. Des chiffres absolument faux ont circulé. Et ce que je regrette, c'est que la constitution des ARS a été un moyen de RGPP. Je vois qu'Aurélien Rousseau... Mais ça a été aussi reproché, parce qu'on a dit ce sont aussi des agents comptables, en quelque sorte. Mais ce ne sont pas des... D'abord, qu'il y ait de la bonne gestion, c'est tout à fait la logique. Il ne s'agit pas d'être... évidemment, la gestion comptable, c'est absurde. Il y a de la bonne gestion et de la mauvaise gestion. La gestion comptable, ça n'existe pas. Surtout dans un système solidaire et massivement solidaire, comme l'est, par exemple, l'hôpital français, mais également la médecine de ville. Donc, c'est un système sous-administré et je pense qu'il n'y a pas assez de personnel dans les ARS parce qu'à partir du moment où on a des tâches aussi importantes que, par exemple, de s'occuper du médico-social ou de s'occuper de la médecine de ville, il faut des gens. Il faut armer ces ARS. Il faut plus de gens. Combien de personnes en Ile-de-France, Aurélien Rousseau? En Ile-de-France, il y a 1042 personnes, la moitié dans les départements, dans les délégations départementales, la moitié au siège de l'ARS. Le système de santé en Ile-de-France, dans sa partie socialisée, c'est de l'ordre de 38 milliards d'euros. Voilà. Et pour ma part, je suis l'ordonnateur de 8 milliards et demi de dépenses et d'assurance maladie et de dépenses d'intervention. Et je pense, un des enjeux majeurs, et cette crise, mais le grand débat national l'avait montré déjà, c'est qu'on fasse basculer la santé du champ technocratique au champ démocratique. Mais dans le champ démocratique, il y a aussi besoin de compétences, de direction et de liens avec le reste des opérateurs. Voilà. Mais je pense qu'on sortira, et c'est un acquis de cette crise, avec le fait que les débats sur la santé sortiront du champ de des spécialistes. C'est devenu la première préoccupation des Français. C'est un peu challengeant pour nous, mais c'est fondamental aussi de savoir qu'on manie des sommes très importantes et sans doute qu'on nous demande, à juste titre, de mieux, de plus quotidiennement en rendre compte. Et moi, je pense qu'on est tous les DG d'ARS et tous les agents des ARS, ils sont prêts aussi. Parce qu'au fond, on ne souffre pas d'un manque de politique, d'un trop de politique, mais d'un manque de politique sur ces sujets-là. Alors, je voudrais me tourner vers Jean Rottner, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait un chef, en gros, donc soit l'ARS, soit le préfet. Alors, pour vous, qui ça doit être? Plutôt le préfet ou plutôt l'ARS? Et comment on peut résoudre ce conflit? Je ne sais pas s'il y a un conflit. Il y a simplement crise. Et dans la crise, on a besoin d'un chef qui coordonne et qui entraîne toutes celles et ceux qui sont en capacité de la résoudre. C'est ça. Moi, qui me semble important, et on ne peut pas être à un moment donné dans des situations où un préfet vous dit là je m'arrête parce que ma compétence s'arrête et c'est l'ARS qui continue. Je pense qu'il doit y avoir aussi entre administrations aujourd'hui une forme de cohérence et de coordination largement supérieure par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est le préfet qui doit prendre la main quand c'est une crise comme celle qu'on a connue?
Je ne sais pas s'il faut parler de forme d'autorité ou d'autoritarisme là-dedans, c'est simplement c'est de la cohérence. À l'échelle régionale, et je suis d'accord avec ce qui a pu être dit jusqu'à présent, l'échelle régionale est une bonne échelle dans ce cadre-là, à partir du moment où chacun joue vraiment à sa place son rôle. À l'échelle régionale, il y a un préfet qui est préfet de zone, c'est le préfet souvent de région, qui est en capacité de mobiliser des forces armées, des forces civiles, des forces de santé. Il me semblerait normal qu'il assure cette coordination en pleine cohérence, là aussi, avec la responsabilité de l'ARS. Ça ne me semble pas incongru. Mais si vous me permettez juste de rebondir sur ce qui vient d'être dit, comme président de région, moi je considère qu'en termes d'aménagement du territoire, il y a 4 déterminants majeurs. Pour, par exemple, l'installation d'un jeune foyer sur un territoire. Il faut du très haut débit, il faut des mobilités, il faut de la formation. Là-dessus, le politique agit plutôt pas mal en région. Et il y a un déterminant majeur en ce moment qui est la santé. Quand je m'installe quelque part, je veux savoir si j'ai un médecin près de chez moi, si j'ai une maternité près de chez moi, si j'ai un hôpital près de chez moi. Et il faut, dans notre pays, qu'on arrive absolument à faire le lien entre effectivement politique et administration, entre cadre national, comme l'a dit Roselyne tout à l'heure, et aussi peut-être une responsabilité locale, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être évoqués en termes de gestion bâtimentaire, d'équipement médical, ou tout en respectant cette égalité et équité républicaine à laquelle nous sommes attachés. Bien, les collectivités peuvent peut-être, à l'image de ce qu'on fait au niveau des lycées, prendre de nouvelles responsabilités en termes de gestion, d'accompagnement aussi d'équipements médicaux. Moi, je suis prêt à le faire dans ma région. Et en tout cas, dans la discussion que j'ai avec Olivier Véran aujourd'hui, je lui suggère de pouvoir expérimenter tout en respectant ce cadre national auquel je suis extrêmement attaché. Et en termes de normes et en termes de sécurité sanitaire, c'est absolument primordial. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin parce que l'équipement du Bas-Rhin, ce n'est pas l'équipement de la Marne et ce n'est pas l'équipement de la Haute-Marne. C'est 3 territoires profondément différents. Et peut-être que là, le côté proche régional de notre collectivité eh bien, permet, dans certaines zones, d'apporter un équipement supplémentaire dans une stratégie coordonnée, c'est vrai, par l'Agence régionale de santé. Ça me semble tout à fait normal, ou ça me semblerait tout à fait normal. Alors j'en profite parce que vous êtes donc vous disiez au cœur de l'hôpital de Mulhouse là. Est-ce que on a beaucoup dit pendant cette crise que l'obsession comptable, donc on visait notamment la tarification à l'activité, était un petit peu, enfin selon beaucoup de médecins, la mère de tous les problèmes de l'hôpital. Est-ce que vous partagez, est-ce que vos amis de l'hôpital de Mulhouse partagent ce point de vue? Je crois que la T2A, elle a bon dos, elle a aussi quelques qualités, et il faut aussi savoir le dire en termes justement de retour de cette codification vers les équipes médicales. Mais je crois qu'elle devrait être nuancée sur les missions d'intérêt général, sur l'efficience, sur de la qualité d'accueil. Il devrait y avoir des liens entre cette T2A et d'autres indicateurs qui permettrait peut-être de nuancer, de mettre sous une forme d'égalité souvent le système public et le système privé. Il faut qu'à travers peut-être cette réflexion-là, on arrive à rapprocher les deux systèmes et à leur permettre d'agir dans un objectif d'intérêt mutuel, d'intérêt partagé et surtout de service public général. Vous savez, on a trop souvent l'habitude de dire que le service public accueille le tout venant et que le service, l'hôpital privé sélectionne ses patients. Il y a aussi de la sélection de patients dans l'hôpital public, il faut rester honnête. Et la T2A a parfois favorisé ce système. Donc, il n'y a pas forcément une remise à plat, mais peut-être une modulation de la T2A à apporter. Alors Roselyne Oui, Bachelot.
D'abord, une précision, je ne suis pas la maman de la T2A, contrairement, on me fait souvent porter ce chapeau. Ouais. Bien, c'est petite précision. Effectivement, il faut rappeler un certain nombre de chiffres. La T2A, ça représente globalement qu'à peu près 50% du financement de l'hôpital, hein. Le reste est dans différents autres financements et autres secteurs. Donc il faut le rappeler. Ensuite, c'est vrai que pour le novice qui se plonge dans les caractéristiques de la T2A, il se dit: «Mon Dieu», simplement aller voir tarification à l'activité sur Wikipédia, vous vous dites: «C'est pas possible». Mais il faut dire que les personnels hospitaliers qui gèrent ça, d'abord ne gèrent pas les centaines de références, ils en gèrent que quelques-unes et ils arrivent à se débrouiller très bien et très vite. Ce sont pas des imbéciles, ils le font très bien. Alors, ensuite, la T2A, l'améliorer certainement. D'ailleurs, il y a sans arrêt des remodelages de la T2A. Je me souviens quand j'étais ministre de la Santé, j'en étais déjà à la V11 et je suppose qu'il y en a eu d'autres après. Et que quelquefois les remodelages ont un effet de complexité parce qu'on veut introduire des nouvelles caractéristiques pour prendre en compte ce que j'ai fait, la précarité ou des patients accueillis ou la difficulté, la complexité de certaines interventions. Je crois que j'ai plutôt complexifié le système que je l'ai simplifié. Le problème, c'est pas la T2A, c'est l'argent qu'on vous donne à la suite de la procédure de la T2A. Donc on en revient toujours à la question du financement, que ce soit dans un système de dotation globale ou dans un système de T2A. Donc on manie halte à la T2A, c'est une solution de facilité. Je rejoins Jean Rotner. Voilà. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit et qui nous dit: que reproche-t-on exactement à la tarification à l'activité? Et si la tarification ne se fait plus à l'activité, ne risque-t-on pas de revenir à une tarification à l'inactivité comme cela a existé dans les années 80-2000? Voilà. Bon. Parce que la dotation globale, on connaît. Hein. La dotation globale, elle a favorisé certaines personnes qui avaient le portable du président de la République ou du Premier ministre, qui étaient au club du Rotary à déjeuner avec le maire de la ville. C'est moins démocratique, quoi. Ah bah c'est pas du tout démocratique, c'est évidemment sacraliser des situations acquises, ne retenir aucun compte de la dynamique des hôpitaux, de leur capacité d'innovation, etc. Alors, il y a un vrai reproche à la T2A, c'est que si on veut avoir plus d'argent, on fait plus d'actes. Voilà, c'est ça. Le sujet qui remonte beaucoup, c'est ce sujet de la pertinence des soins et de la qualité des soins. Et en effet, on a des différences dans le pays entre un hôpital où on peut avoir un taux, par exemple, de prothèse de la hanche ou du genou bien supérieur à un autre parce que ça fait de l'activité. Mais ces éléments-là, le cœur du dispositif, Roselyne Bachelot le disait, on a des évolutions tous les ans pour essayer de mettre les critères de qualité, notamment les critères de prise en charge de l'épisode de soins dans son ensemble, tout en disant que la tarification à l'activité, c'est pas une tarification à l'acte unique, c'est une tarification globale. Et donc, tous ces chantiers sont mis en œuvre, mais comment dirais-je, aujourd'hui, le spectre, c'est un retour à un tarif global, en effet, qui fige des situations acquises. Et je pense, et je m'arrête là juste un instant, que on était rentré dans cette crise et on en sortira sans doute avec quelque chose d'encore plus clair. C'est qu'on ne peut plus tenir le discours de l'hôpital pour avoir des marges de manœuvre doit se réorganiser. La réorganisation sans moyens, on est arrivé au bout, mais des nouveaux moyens sans poursuite des réorganisations, on n'arrivera pas non plus à rendre un meilleur service. Donc je pense qu'aujourd'hui, et c'est le Ségur de la santé, on va marcher à nouveau sur ces deux pieds, des moyens et de la transformation, parce qu'on a toujours besoin de transformation à l'hôpital public, comme dans toutes les formes d'hospitalisation. Alors Bernard Bensaïd. Oui, alors sur la tarification à l'acte, effectivement, on a noté le principal problème qui est que ça conduit à une surproduction d'actes. Le président de la République nous dit qu'il y a 30% d'actes inutiles en France, donc c'est monstrueux. Deuxième problème, c'est effectivement ça conduit à la spécialisation et donc derrière au cloisonnement. Donc on a deux effets pervers de la tarification à l'acte qui sont assez importants. Par rapport à ça, on connaît la solution, c'est la tarification au parcours, mais la tarification au parcours, à qui on donne l'enveloppe du parcours?
est-ce qu'on la donne à l'hôpital? L'hôpital ne sait pas déjà se gérer, donc on peut pas le donner de fait à l'hôpital. Parce que le parcours, évidemment, c'est tous les acteurs, y compris c'est ceux qui ne sont pas. c'est la ville, c'est l'EHPAD, c'est l'hôpital, c'est le laboratoire, c'est la pharmacie, c'est la médecine de ville, c'est tout. Donc on ne peut pas le donner à l'hôpital. On ne peut pas le donner non plus au patient, parce que si on donne au patient son enveloppe, il va se sous-soigner. Hein. Il va prendre l'enveloppe et il ne va pas soigner. On ne peut pas le donner à la médecine de ville. Donc à qui on peut le donner? On peut le donner qu'à un opérateur global qui sait tout faire, de la ville à l'hôpital, en passant par de la ville à l'EHPAD, en passant par l'hôpital. Et c'est ce pourquoi on milite. Nous, groupe Dr Chaud, on milite pour un opérateur global sur les territoires. Effectivement, là, le territoire reprend de l'importance, mais si vous voulez, avec des opérateurs. Health manager anglo-saxon. Si vous voulez, health manager. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit bien qu'avec cet opérateur global, on résout deux gros problèmes de notre système de santé qui sont d'une part la tarification à l'acte et qui sont le cloisonnement des activités. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, par rapport à l'autre problème de dire est-ce qu'il faut être centralisé ou il faut être déconcentré ou régionalisé comme les Allemands, pour moi, le sujet il est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a des ARS qui ont deux casquettes. J'en ai dit tout à l'heure, on a la casquette de régulateur et on a la casquette de tutelle. Et là, on ne peut pas être à la fois régulateur de la santé sur son territoire et être tutelle de l'hôpital public. Donc, parce qu'il y a un régulateur indépendant. Alors. Il faut que la régulation reste aux agences et que la tutelle, ça soit l'État, que l'État reprenne clairement la tutelle. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous disiez vous étiez, aux commandes régulièrement à l'époque. Bon, pour moi, il faut distinguer clairement les choses entre l'agence régulation et l'agence tutelle. Et troisièmement, par rapport au territoire, on a du plus, on l'a vu dans la crise, c'est qu'effectivement, quand il y a une erreur du central, de l'État, l'erreur, elle est partout. Voilà. Et inversement, la bonne chose, c'est que quand il n'y a pas d'erreur, c'est bon partout. Mais on voit aujourd'hui les conséquences de faire du territoire, en particulier dans la dépendance. L'exemple, c'est le ministre qui a dit les primes aux aidants professionnels à domicile doivent être gérées par les départements. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 100 départements en France, vous avez 100 situations différentes. Et avec une autre aberration dans notre système de financement de la dépendance, c'est que comme on a laissé les territoires, à savoir les départements, financer cette dépendance, vous avez des départements pauvres où il y a beaucoup de besoins, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes dépendantes, et qui n'ont juste pas les moyens d'être financées par ce département. Et donc, vous avez là une sous-production d'actes. Donc, en France, on a la T2A qui fait une surproduction d'actes en matière de sanitaire et qui fait une sous-production d'actes médico-sociaux en matière de dépendance. Et donc là, c'est des erreurs importantes, des dysfonctionnements importants sur le système de santé. Et ce qu'il faut éviter surtout, c'est la réponse du toujours plus vers quoi on se dirige avec le Ségur. Parce que le toujours plus, il n'est pas bon. Et on sait très bien que, par exemple, en France, on dépense 4,1% du PIB pour l'hôpital. On consomme 4,5% des ressources de collaborateurs pour l'hôpital. C'est-à-dire que par rapport aux Allemands, on est entre 1 point et 1,5 point de plus que les Allemands. Et la conséquence, c'est que, si vous voulez, comme on sous-finance et qu'on surdote en personnel, on a des personnels qui sont sous-payés. Et d'où la demande aujourd'hui du Ségur. Principale demande du Ségur, c'est qu'il faut augmenter le personnel. Mais on n'a rien résolu. On n'a résolu aucun des cas de dysfonctionnement précédemment que j'avais exposés, ni du toujours plus à la française. Alors, Sylvain Rabuel, ça nous fait donc justement une transition toute trouvée avec le sujet dépendance. Donc, d'abord, votre point de vue un peu sur effectivement cette espèce de paradoxe où les hôpitaux sont plutôt dans les zones un peu riches, puis les EHPAD sont souvent effectivement dans des zones moins favorisées. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous en pensez, puis comment on peut réorganiser tout ça? Non, ce que monsieur soulignait, c'est que la ressource dépendance, elle est aux mains des conseils départementaux. Donc, il y a une inégalité entre les différents départements selon la capacité des départements à la financer. Donc, c'est ça qui était soulevé, qui est un point exact. Si on prend dans l'ordre les idées, puisque là on est plus sur ce qu'il faut faire, pour les métiers du grand âge, on est à une période de grande opportunité, puisqu'il y a un chantier
5e branche qui a été ouvert, et il y a le chantier de la loi du grand âge qui est sur la table, semble-t-il. Ce que je déjà sur la table en 2011. Voilà. Mais oui, parce que vous avez vient. été une spécialiste du sujet. Ce que je déplore, c'est qu'on parle de ces sujets-là beaucoup en termes de moyens. D'abord de moyens, et peu d'idées en fait. Donc, essayons de voir si on y consacre plus de moyens, ce qui est nécessaire, à quoi faire. Premier point, il y a un immense besoin de ressources humaines. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je recommence. Mais on doit mettre le paquet là-dessus collectivement en France. Il faut rendre le métier attractif. Susciter des vocations. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux les payer il faut bien sûr mieux les payer et puis valoriser ces métiers socialement. Il n'y a pas que la rémunération économique, il y a la rémunération sociale, si je puis dire, immatérielle. Ces métiers ne sont pas assez socialement valorisés, alors que ce sont des métiers formidables et porteurs de sens. Ça, c'est pas facile. Donc, puis avec des parcours de carrière. Et leur donner des c'est peut-être ça. Alors là-dessus, il y a un rapport qui a été fait par Mme El Khomri il y a 6 mois, qui était avec plein d'idées. Mais d'abord, si on consacre plus de moyens au grand âge, consacrons-les à créer des vocations et à créer des embauches. On en aura par ailleurs besoin dans les années à venir sur le plan économique. Deuxième idée, vous le disiez, Madame Bachelot, tout à l'heure, la médicalisation des établissements d'EHPAD. On peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'il existe des dispositifs qui le permettent aujourd'hui. On n'a pas besoin de grande architecture législative à ce sujet. Moi, personnellement, je défends le tarif de soins global avec médicaments, qui est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, qui est un dispositif extrêmement efficace, mais qui a été créé et en même temps, comment dirais-je, contingenté. Et ce qui est très dommage, j'ai environ 70 établissements en tarif de soins global dans mes EHPAD, et la qualité de prise en charge est incomparable. Les effets bénéfiques induits sont incomparables. Réduction des hospitalisations, on sait que c'est absolument traumatique pour les personnes âgées. Meilleure maîtrise des dépenses de soins. Bref. D'ailleurs, à ce sujet, parce qu'il y a une question là justement d'un internaute, Pierre, qui nous dit faut-il amplifier les prises en charge médicales au sein des EHPAD? Vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Il faut renforcer la médicalisation. Là où je souhaite insister, c'est qu'un dispositif existe. On a un retour d'expérience très long dans sa mise en place, donc on sait que ça marche, que c'est performant. Il faut pour le coup généraliser ce dispositif, que les établissements s'en saisissent. Et pour prendre un exemple concret pour les gens qui écoutent, c'est une dotation globale reçue par un établissement qui lui permet de salarier par exemple un médecin ou un kinésithérapeute. Donc ça augmente mécaniquement le nombre de thérapeutes qui sont au chevet d'un résident. Ça améliore le suivi dans la durée des personnes âgées. Bref, c'est extrêmement positif, ça existe. Généralisons-le. Et puis troisième chose, on parle, et les Français le souhaitent, et c'est légitime, vieillir chez eux. Malheureusement, aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, rien n'est prêt pour cela. Je parle pour les personnes très âgées. Rien n'est prêt dans l'habitat. Transformer les habitats des Français, ça va être long et coûteux, donc c'est pas forcément le chantier le plus évident. Mais si on doit se pencher sur un sujet dans la loi grand âge, c'est sur le vieillir chez soi. Deuxième chose, les services d'aide et de soins infirmiers à domicile sont un secteur aujourd'hui qu'il faut révolutionner, puisqu'il n'a pas de modèle économique. Donc, n'ayant pas de modèle économique, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de valorisation des personnels. Donc, si on veut monter en charge dans l'accompagnement à domicile, il faut restructurer le secteur de l'aide et du soin à domicile, le globaliser, le décloisonner là aussi. Enfin bref, il y a tout un chantier dans ce domaine-là. Et enfin, il faut ouvrir l'EHPAD, puisqu'on a la chance en France d'avoir quasiment 8000 EHPAD sur le territoire, donc un maillage de très grande qualité, ce qui fait qu'à la proximité d'à peu près toutes les personnes âgées, il y a un EHPAD. Et on doit pouvoir aller piocher dans cet établissement ses services, ses infrastructures, ses compétences médicales et gériatriques, quand bien même on n'y vit pas forcément. Et donc décloisonner l'accompagnement, la vie à domicile et l'établissement pour que tout à chacun puisse bénéficier de cette ressource. L'EHPAD, c'est une solution en France. Enfin, ça doit faire partie de la solution. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a un maillage très puissant à notre disposition. Exploitons-le.
qui veut ajouter quelque chose sur les EHPAD? Oui, Aurélien Rousseau. Juste un mot sur les EHPAD, parce que je pense qu'on partage cette idée de l'EHPAD un peu plateforme à partir duquel va être projeté vers le domicile. En effet, vous l'avez cité, hein, sur le fameux tarif global, pour expliciter, on est quand même à 17% d'hospitalisation en moins quand on a cette... Voilà, mais on est dans un pays un peu paradoxal où, vous l'avez dit, ça signifie salarié des médecins, et c'est pas forcément parmi les acteurs ce qui fait le plus consensus. Je voudrais juste dire un mot, finir par un mot qui est vrai pour les personnes âgées, qui est vrai plus globalement, c'est que moi, il y a quand même quelque chose que cette crise m'apprend, plus exactement elle me l'apprend en me serrant à la gorge un peu plus fort que le reste, c'est le fait que les inégalités, notamment la surmortalité qu'on a constatée, ça n'est pas une surmortalité une fois franchi les portes de l'hôpital, c'est une surmortalité avant l'hôpital, c'est une surmortalité des inégalités de santé qui se superposent aux inégalités sociales et économiques, c'est une inégalité dans l'accès aux soins, c'est une inégalité dans la démographie médicale, c'est une inégalité dans le renoncement aux soins, et ça veut dire, Roselyne Bachelot l'a dit tout à l'heure, qu'il faut absolument que dans notre pays, on arrive à se dire que faire de la prévention, de la promotion de la santé publique, c'est déjà faire du soin. C'est un déterminant essentiel, une banalité consternante, mais pour bien vivre une population, il vaut mieux que les gens ne soient pas malades. Et en effet, il vaut mieux que les gens n'arrivent pas à l'hôpital. Et je pense qu'on sortira de cette crise avec la conviction que ce qu'on a observé en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, dans le nord de Paris, c'est quelque chose qui s'est passé avant l'hosto et qu'on doit aller beaucoup plus fort sur ces sujets-là, où d'autres pays, par exemple sur le volet santé communautaire, sont bien meilleurs que nous, bien moins timorés que nous, pour aller au contact, pour aller vers les populations, là où elles sont dans leur rapport aux soins. Bon, ça paraît une ordonnance tout à fait raisonnable. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette discussion. On aurait pu continuer très longtemps. Je vais demander à Pierre-Yves Geoffard de nous résumer ça en quelques mots au piocher au sein de cette discussion. Oui, alors une synthèse d'échanges aussi riche et aussi variée est absolument impossible. Malgré tout, ce que je retiens, c'est effectivement à peu près tout le monde est d'accord sur la nécessité de passer du soin à la santé, c'est-à-dire de passer d'une vision du soin qui est centrée sur le soin à une vision qui est centrée sur la santé. Pourquoi ? Parce que la santé, il faut en avoir une vision globale, une vision holistique, alors que le soin, lui, est organisé de manière cloisonnée, ça a été rappelé, géré en silos, avec d'un côté l'hôpital public, l'hôpital privé, le médicament, la médecine de ville, le médico-social, tout ça nécessite le décloisonnement, ça on le sait depuis des lustres. Ce qu'a montré cette crise, et ça c'était intéressant dans les témoignages, c'est que justement, il y a eu des situations qui ont permis à des acteurs, et souvent des acteurs locaux, de construire, j'ai noté la construction spontanée de coalitions, et ça ce sont pas des coalitions qui ont été intimées par le préfet ou par le ministre de l'Intérieur, ce sont souvent des acteurs de terrain qui se connaissaient déjà et qui ont essayé de construire des solutions, des réponses concrètes à des situations qui pouvaient être assez variées, comme il a été également abondamment rappelé. Donc la nécessité d'acteurs globaux qui décloisonnent, etc. Ces possibilités existent, elles se heurtent souvent à des barrières, à une organisation du système globale, du système de soins qui reste hospitalo-centré et construite en silo. Ce sont ces évolutions-là qu'il va falloir sans doute à nouveau interroger. Parmi les autres éléments qui ont été effectivement également soulevé, c'est quel pilotage, éviter le pilotage technocratique. Alors évidemment, tout le monde dit oui, la technocratie, c'est le monstre, c'est Lucifer. Il faut remplacer ça par un pilotage politique. Oui, mais quel pilotage politique ? Est-ce que c'est la légitimité politique ? Le préfet la détient par l'élection nationale, les élus régionaux, les élus locaux. On n'a absolument pas parlé. Il y a plusieurs mots qui ont été absents totalement de nos débats. J'en avais noté 3. Dieu merci, dans la dernière intervention, le mot d'inégalité sociale a été prononcé. Il en reste 2 qui n'ont pas été prononcés. Ça ouvre sur les prochains débats, c'est la question de la confiance entre la population et les élus, et on n'a pas évoqué les maires qui viennent d'être les maires et les mairesses qui viennent d'être élus, qui sont justement les élus qui ont la plus grande relation de confiance avec les populations et qui ont été malgré tout dans la gestion de cette crise traités de manière disons un peu infantile. Eh bien, c'est sur cette prescription un petit peu,
qui ouvre des perspectives assez grandes, qui nous permettra de nous revoir plusieurs fois dans l'année pour mettre ça au point. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci.